Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, en tout cas, à Cube, ça va super bien. Il y a toute une équipe qui est là en train de nous filmer, de filmer les coulisses pour une publicité qui va être bientôt sur les ondes à la télévision pour faire connaître à tout le monde, pour ceux qui connaissent pas encore Cube, pour le faire connaître à tout le monde. Puis je vous avoue que tout le monde est un peu fébrile, n'est-ce pas, Cybèle? Ben, on s'est mis cute. Les gens sont maquillés, ceux des fois qu'ils ne le sont pas, comme moi, par exemple. Je me maquille pas habituellement. Tu t'es maquillée pour de vrai? Ben, un petit peu, là, les yeux, on sait jamais, parce que la dernière publicité m'avait prise par surprise. Puis là, finalement, là, je suis prête aujourd'hui. Mais oui, en effet, on est sur notre 36, là. Ben, donc moi, j'ai à moitié caché mes cheveux blancs. Ben là, pourquoi? Mais on non, avait décidé que tu mettais de l'avant avec ça. Non. Je l'assume à moitié. Regarde, on envoie un petit bout ici, puis après, on le voit plus. Whoop! Alors, on verra bien comment ça va sortir dans la pub. Donc, on est très content d'être là. Plus tard dans l'émission, on va parler de racisme systémique parce qu'il y a un professeur de philosophie qui a écrit un livre extrêmement intéressant sur la question du racisme systémique. Oui, Yannick Lacroix, qui va, dans le fond, un peu lui pose son propre diagnostic et il va nous affirmer, en fait, ce qu'il pense du racisme systémique. Mais on veut vous entendre aussi, savoir, parce que ça fait débat, cette question-là. Est-ce qu'il y a du racisme systémique au Québec ou est-ce que c'est un concept inventé, ça n'existe pas? On aimerait ça avoir votre avis là-dessus. Textez-moi, appelez-nous 1-877-827-2346. Je vais prendre donc vos réponses et on va les soumettre plus tard à notre invité. Alors, avant de commencer l'émission, on a plein de sujets intéressants. Je voulais juste revenir sur deux choses qui se sont passées dans l'actualité récemment. Vous vous rappelez, à l'émission, il n'y a pas tellement longtemps, je recevais l'instigatrice de la fameuse carte du métro où on a féminisé les noms de stations. C'est virtuel, évidemment. Demain matin, on va pas changer le nom des stations. Et il s'est passé deux choses au cours des dernières heures qui m'ont beaucoup fait réfléchir. D'abord, on apprend grâce au catalogue Gaspard, on sait c'est quoi les livres qui sont le plus vendus au cours de la dernière année au Québec. Numéro 1, le guide de l'auto, c'est une évidence quasiment chaque année. Numéro 2, c'est quand même Jeannette Bertrand. Son livre, Sur ses 100 ans, c'est le deuxième livre le plus vendu au Québec. Mais Jeannette Bertrand, son nom est pas dans la station de métro, dans la carte des stations de métro rebaptisées de noms féminins. Donc, première interrogation de ma part. Ça, vous le savez, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Puis, la deuxième chose qui s'est passée au cours des dernières heures, c'est bien sûr le décès de la dramaturge et poète Denise Boucher, l'auteur des Fées ont soif, l'auteur de plein de chansons du patrimoine québécois, une féministe, quelqu'un qui s'est battue. Peu de femmes au Québec se sont battues comme elle parce qu'on se rappelle à quel point le clergé au Québec était contre les Fées ont soif. Il y a eu des manifestations devant le TNM quand la pièce a été représentée. C'est drôle, je regarde sur la carte des noms féminins des stations du métro de Montréal. Le nom de Denise Boucher n'est pas là. Mais je sais pas, ils étaient où, les filles? Sur quelle planète le comité des 6 femmes qui ont décidé du nom des femmes dans les stations de métro de Montréal? Mais quand il y a ni Jeannette, ni Denise Boucher, je pense qu'il doit y avoir des gens en ce moment qui se mordent les doigts. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Le 5 octobre 2021, le Québec au complet pleurait le départ d'un humoriste philosophe que le Québec adorait. Pierre Légaré est décédé cette journée-là. Donc, pour vous et moi, et pour beaucoup de gens au Québec, on pleurait le départ d'un humoriste. Mais pour mon invité, c'était le départ de son papa, puisque mon invité, c'est Manuel Légaré. Bonjour, Manuel. Allô, Sophie. On se connaît dans la vie de tous les jours, donc on va se tutoyer. Manuel, t'es autrice, recherchiste, réalisatrice, rédactrice en chef d'une petite émission le dimanche qui s'appelle Tout le monde en parle. Mais c'est pas à ce titre-là que t'es là aujourd'hui. C'est que tu as décidé d'écrire une pièce de théâtre, du documentaire théâtral sur l'aide médicale à mourir. Pourquoi, Manuel?
J'avais quelque chose qui était pas réglé par rapport à la façon dont mon père est décédé. J'ai jamais remis en question sa décision, mais moi, ça s'était pas passé comme je l'aurais imaginé ou souhaité. Et aussi, il y avait un désir de ma part de lui rendre hommage. Puis je cherchais la bonne façon de faire. J'ai pensé à un livre, j'ai pensé à un documentaire. Puis soudainement, la possibilité d'en faire un théâtre documentaire est arrivée. Et ça m'est paru tout de suite le bon véhicule pour parler d'aide médicale à mourir, parce que le théâtre, c'est vivant. Et le théâtre documentaire, c'est quelque chose qui peut se modeler, parce que depuis que j'ai commencé, les choses n'arrêtent pas d'évoluer. Fait que ça me permet de suivre ce dossier-là, puis d'être toujours à jour dans ce dossier-là et d'interpeller les gens. Parce que ce que je souhaite, c'est créer une discussion autour des proches. Puis en plus, vu que ton père, il a fait carrière, pas juste sur scène, mais aussi sur scène. Oui. C'était une façon, en montant toi-même sur les planches, de connecter un petit peu avec lui. Alors, quand on parle de théâtre documentaire, si jamais vous arrivez pas à vous faire une idée de ce à quoi ça ressemble, c'est bien sûr la référence J'aime Hydro de Christine Beaulieu. D'ailleurs, c'est la même compagnie théâtrale qui t'accompagne dans ce projet-là. On peut sortir plein de chiffres sur l'aide médicale à mourir. 7,3% des décès au Québec les dernières années ont été faits par l'aide médicale à mourir. On peut sortir plein de chiffres. On est les champions mondiaux de l'aide médicale à mourir. Mais toi et moi, on l'a vécu de près, parce que moi, ma mère, donc ça va faire 1 an, le 12 avril, qu'elle a eu l'aide médicale à mourir. Et on ne parle pas suffisamment de l'impact sur les proches. Toi, comment tu l'as vécu? L'impact sur toi de voir ton père mourir? Moi, je dirais que l'impact commence au moment où la personne prend cette décision-là. Il faut, en tout cas, moi, je l'ai pas remise en question, mais il faut l'accepter. Moi, ça s'est passé très, très vite. Il y avait déjà eu, tu sais, à cette époque-là, il y avait la condition de fin de vie, donc on savait déjà qu'il était éligible, mais quand il a verbalisé qu'il voulait, il est mort 24 heures plus tard. Donc ça, c'était très rapide. Et on se fait expliquer, à mon avis, très bien l'aspect médical, mais l'accompagnement psychologique qui vient avec ça. Puis je comprends aussi que le système de santé est débordé, mais on reste un peu avec ça, un peu tout seul, avant et après. Moi, il y avait des choses très banales comme il faut appeler un salon funéraire quand il est décédé, que je savais pas. Est-ce que c'est correct d'être là, de pas être là? Est-ce qu'on peut ne pas être là? Tu sais, il y a 1000 questions qui nous viennent en tête. Puis, à mon avis, quand on connaît exactement le moment du décès, on s'imagine tous les invasions barbares ou une scène vraiment touchante où tout avec le monde est entouré, la musique, un verre de vin. Mais c'est une mort qui, à mon avis, n'a pas été à la hauteur de l'homme qui était pour moi. Mais c'était son choix. Mais je crains aussi que la quantité d'aide médicale à mourir banalise cette mort-là, puis ça reste une mort, puis un deuil, puis on n'est pas préparé dans l'histoire à assister au décès de quelqu'un, à mon avis. Moi, personnellement, ce que j'ai trouvé extrêmement difficile, c'est de voir quelqu'un qui est un professionnel de la santé, la docteure qui l'a fait, elle l'a très bien fait, mais j'étais pas prête à... J'avais l'idée de ce que c'était l'aide médicale à mourir, mais la réalité, c'est que tu vois quelqu'un tuer ta mère. Exact. Toi, ce moment-là où la première aiguille rentre, est-ce que tu as eu un choc à ce moment-là? Je me suis reculée de son lit. Ma mère est restée, elle y tenait la main. Moi, j'avais déjà un espèce de recul, je pense, que je voulais pas voir tant que ça. Puis ça se passe tellement vite que dès qu'il a fermé les yeux, c'est comme si c'était plus l'homme, la personne que j'ai connue. Puis à ce moment-là, j'ai détourné le regard. Puis tout ce que je voulais, c'était ramasser ses choses dans son petit sac de sport puis sortir de la chambre. Mais en même temps, je pense que c'est drôle que tu me fasses repenser à ça. Je m'accroche à... Il avait l'air en paix. Je pense que j'aime mieux m'accrocher à l'image que c'est ce qu'il voulait que le geste médical en tant que tel, qui est quand même... c'est vrai que c'est la mort, c'est de l'euthanasie. C'est particulier, vraiment, d'assister à ça. C'est très important de dire que
la pièce de théâtre ou le documentaire théâtral sur lequel tu travailles, c'est pas de remettre en question le droit ou pas à l'aide médicale à mourir. On refera pas ce débat-là. C'est de te questionner sur l'après, dirais-tu ça comme ça? Je dirais que j'essaie de réconcilier ce que j'ai vécu et de me questionner sur tout ce qu'il y a autour parce que mon père se posait des questions sur scène. Je m'en pose énormément. Oui. Pourquoi, entre autres, la première, c'est pourquoi on est si nombreux au Québec à choisir cette façon-là de mourir? Est-ce que c'est parce qu'on veut pas aller en CHSLD? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de boomers? Est-ce que c'est parce qu'on a rejeté la religion? Donc, j'explore ces questions-là. Passionnant. Mais aussi, je me dis, est-ce qu'on peut être aussi les champions du monde de comment bien vivre ça? Est-ce qu'on peut se distinguer d'une autre façon? Moi, j'ai réalisé que c'était beaucoup plus facile pour moi d'en parler avec des gens comme toi, avec d'autres gens qui ont vécu la même expérience, oui, que ma propre famille. Ah oui? On a de la difficulté à reparler de ce moment-là entre nous, puis on l'a pas vécu tous de la même façon non plus. Tu sais, moi, mon père m'a mise en charge de régler les derniers détails, fait que on dirait que j'étais aux premières loges de tout ça, puis ça m'envahit encore. Fait que j'explore aussi, tu sais que quand on assiste à l'aide médicale à mourir, les gens, après ça, ont tendance à le demander. Donc, est-ce qu'il y a un effet? Et pourquoi on est les premiers? Il semble que c'est parce qu'ici, on est très, très, très informés. C'est pas nécessairement parce qu'il y a des boomers. Fait que je me pose la question sur les lieux aussi. Mon père est mort dans une petite chambre beige de soins palliatifs qui était anonyme. Il y avait même pas assez de chaises pour tout le monde. Fait que je suis allée dans un salon funéraire pour voir. J'étais très rébarbative au début, puis soudainement, je me dis, peut-être que c'est ce genre de lieu-là qu'on va devoir créer. Fait que je pense qu'on a mis beaucoup, beaucoup l'accent sur la personne qui le demande, mais je pense qu'on laisse dans la marge puis dans l'angle mort, sans mauvais jeu de mots, tous ceux qui sont autour, en fait. Alors, la pièce de théâtre pourrait s'appeler Angle mort, ce serait un excellent titre, mais c'est pas le titre que tu as choisi. Non. Tu as choisi le titre Club Sandwich Mayonnaise et on parle quand même de Pierre Légaré, donc il faut que tu racontes pourquoi la pièce de théâtre va s'appeler comme ça, parce que c'est très drôle. Oui, puis c'est voulu que le titre fasse sourire parce que c'est pas une pièce. Tu sais, mon père était humoriste, puis il va avoir de l'humour là-dedans, puis jusqu'à la fin, il a été drôle, puis il a dédramatisé tout ça. Puis, dans la procédure, tu le sais, le ou la médecin arrive pour s'assurer que c'est toujours le choix de la personne quelques minutes avant. Puis nous, la médecin est entrée dans la chambre. Puis là, soudainement, elle dit, Monsieur Légaré, je veux vraiment m'assurer que c'est toujours ce que vous voulez. Puis il a dit, oui, du tac au tac. Je vais prendre un club sandwich mayonnaise. Puis tout le monde est parti à rire. Puis là, soudainement, ça devenait... c'est lui, puis c'est ça qu'il veut. Puis ça a fait baisser la tension. Puis ces mots-là me sont restés. Puis au début... je me disais, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu sais, je sais pas avec ta mère, mais moi, les gens m'ont raconté que les gens, avant de mourir, disent, oublie pas, appelle le gars qui tond le gazon au chalet. Hey, tu iras chercher le courrier. Mon père commande un club sandwich. Tu sais, les famous last words qui sont si banales. Puis là, je me suis mise à comprendre que mon père avait déjà dit en entrevue que quand tu fais une blague à quelqu'un, c'est une façon de dire que tu l'aimes puis que tu as choisi cette blague-là pour la personne. Fait que je me suis dit, coudonc, ces mots-là qui me sont restés peut-être comme quelque chose de trop banal, c'était peut-être finalement une clé pour me dire qu'il m'aimait. Je peux pas te dire c'est quoi les derniers mots que ma mère m'a dit parce que c'est pas du tout les mêmes circonstances. Fait que on va devoir changer de sujet parce que sinon je serais pas capable de faire le reste de mon émission. Je comprends. Je sors les Kleenex parce que voilà. On va regarder, pendant que je reprends mes esprits, on va regarder la bande-annonce de la pièce de théâtre parce que tu lances une campagne de financement. Parce qu'il faut comprendre aussi que c'est pas juste une pièce de théâtre qui est en préparation, c'est que le milieu culturel en ce moment crève de faim. Crève, c'est le cas de le dire, là. Vraiment, crève de faim. Et donc, pour pouvoir financer ne serait-ce que le genre de théâtre que vous faites, les répétitions, puis tout ça, ça prend des sous. Alors, vous avez fait une bande-annonce pour la campagne de levée de fonds. On va regarder ça. Je vais reprendre mes esprits. En 2021, 3663 Québécois ont reçu l'aide médicale à mourir. L'un d'eux était mon père. Bonsoir. L'humoriste Pierre Légaré. Réponse en aide. Y en a-tu dans vous autres qui ont eu peur? Chut.
shit, ouais, su. Quand la médecin est entrée dans sa chambre le 5 octobre. Alors, moi, ce que j'adore, c'est, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que ton père, il y avait une raison pour laquelle les gens l'adoraient autant au Québec et l'appréciaient, c'est qu'il avait un type d'humour philosophique. C'était pas juste des histoires, hey, ma blonde est arrivée l'autre jour, comprends-tu? C'était, il y avait une réflexion philosophique sur ce que c'est être humain. Et je trouve ça très touchant que tu aies hérité de cette fibre-là. Puis je connais un petit peu ta sœur Catherine. Vous êtes aussi là-dedans. Donc, c'est important pour toi de réfléchir à la philosophie de pourquoi on donne l'aide médicale à mourir au Québec. Quand mon père est décédé, j'avais l'impression qu'il y avait encore 1000 questions en suspens, puis qu'on avait un dialogue qui était resté suspendu. Puis il m'avait dit, Manu, je vous ai élevé, puis je vous ai tout donné, puis j'ai rien d'autre à régler. Vous avez déjà tout, puis vous savez. Puis sur le coup, ces mots-là sont passés parce qu'on est dans on est dans la fin, on est dans l'urgence et tout. Puis tu vois, je me suis mis à réécouter des entrevues qu'il a accordées. Beaucoup. À relire avec des mots-clés comme la mort, comme la vie, comme le voyage. Puis je me rends compte que je les avais, ces clés-là, puis que c'est vrai qu'il me les avait données. Puis quand je te disais tantôt qu'il y a une espèce d'effet d'entraînement de l'aide médicale à mourir parce que les gens voient, puis là, pour la première fois, on assiste à une mort. Fait que là, c'est quelque chose qu'on connaît. Fait que je comprends qu'on puisse faire ce choix-là. Mais mon père, dans un de ses shows, s'interrogeait sur le troupeau. Il a fait un show sur la peur. Fait que je me rends compte que... Puis même lui, il avait imaginé sa mort parce que mon père avait eu un diagnostic de cancer. C'est vrai? Lui, Ben oui. en 2007, pendant que j'étais enceinte puis qu'il était sur le point de devenir grand-père. Puis il s'était imaginé, parce qu'à l'époque, il faisait il était porte-parole pour la Chambre des notaires, puis il se disait, est-ce que je pars... Tu sais, il avait dit en entrevue, est-ce qu'on fait une pub posthume? Fait que lui aussi s'était mis à imaginer sa mort. Fait que je me rends compte que oui, je veux pas prétendre que j'ai exactement son regard ou sa philosophie, mais effectivement, il m'a donné, j'ai hérité de lui un sens de l'observation, un désir de poser des questions, de pas, tu sais, je peux pas m'asseoir chez nous puis sans me demander comment ça se fait que cette mort-là est aussi répandue, comment ça se fait que j'ai quelque chose à régler avec ça, qu'on a besoin d'en discuter. Fait que j'ose croire que il y a certaines des réponses que je vais trouver dans le leg qu'on a de lui, tu sais, parce que moi, j'ai la chance de rentrer son nom dans YouTube, dans Google ou de fouiller, puis tout est là. Tout est là, alors que monsieur et madame tout le monde n'a pas ce privilège-là. Je mentionnais le nom de Penelope McQuaid tout à l'heure parce que Alain Gravel a fait un documentaire un balado sur l'aide médicale à mourir et on entend ton témoignage, j'entends le témoignage de Penelope et Penelope est allée à Tout le monde en parle. Et moi, ça m'avait beaucoup touchée parce qu'elle disait, elle aussi, qu'on est comme... On a mis beaucoup en place pour l'aide médicale à mourir, mais ce soutien-là auprès des familles est pas vraiment mis en place. Puis j'en parlais avec des gens dans mon entourage qui disaient, ben c'est parce que là, à un moment donné, là, on n'est pas pour accompagner, tu sais, votre proche, il est mort. On va pas se mettre à accompagner toutes les personnes qui ont un proche qui meurt. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là? Ben, premièrement, je vois que des initiatives naissent. Moi, je suis allée dans des maisons de soins palliatifs, puis il y a des gens qui, tu sais, les gens qui travaillent dans le milieu de la santé, ils n'ont pas la même perspective que toi et moi sur la maladie puis sur la mort. Fait que déjà, d'entendre mon témoignage, on dirait qu'ils se disaient, ah oui. L'autre chose, c'est qu'on a remis tout ça dans les mains des médecins. Les médecins expliquent très bien l'aspect médical, le protocole et tout, mais je demande pas 10 séances avec un travailleur social puis un psychologue. Mais maintenant qu'on connaît le moment, c'est quoi de faire un petit feuillet? De dire que, ben oui, il va falloir appeler à la morgue après, puis que oui, il y a des ressources. On le sait, là, il y a 26 000 Québécois jusqu'à ce jour qui ont eu l'aide médicale à mourir. Fait qu'on est au moins le double, si c'est pas plus, qui avons assisté à ça. Absolument. C'est pas grand-chose, puis je comprends que le système déborde, je comprends qu'on n'a pas de ressources. Puis d'ailleurs, à un moment donné, il y a même des questions qui se posent sur est-ce qu'on ça permet même des économies. C'est une question qu'on n'a pas envie de poser, mais il faut la poser. Il faut la poser, puis c'est très délicat, puis j'explore ça aussi, mais je pense qu'on devrait juste simplement profiter de ce moment-là dans l'histoire pour regarder tout autour de la personne. Faire un 360. Exactement. Faire un 360, parce que parmi les questions aussi qu'on peut se poser, puis je ne sais pas du tout si tu t'en vas là, tu sais, quand un proche dit, ben moi, je veux l'aide médicale à mourir, je vous invite tous à venir,
est-ce correct de dire, moi, je suis pas capable, je ne me sens pas capable? Une autre question, est-ce que, à partir de quel âge? Tu sais, moi, mon fils, il a assisté, il avait 16 ans. Puis, je me suis longtemps posé la question, est-ce qu'il était trop jeune? Est-ce qu'on permet à des enfants tout jeunes? Tu sais, c'est toutes des questions auxquelles on a très, très vite évacué ces questions-là. Sophie, tu as élevé un enfant, des guides, là. Le sommeil, l'alimentation écoute, et tout. Il y en a une panoplie. Pourquoi il n'y en aurait pas? C'est des excellentes questions. Comment tu racontes à un petit enfant que son grand-père ou sa grand-mère a choisi de mourir? C'est quoi les mots qu'on emploie? Et pas juste ça, mais que son grand-père ou sa grand-mère est morte et que papa, maman étaient là et a vu quelqu'un donner, j'hésite à dire tuer, mais à donner la mort, à donner... Euthanasier aussi. C'est quand même... Oui, c'est ça. C'est quand même très spécial. Fait que, écoute, je te souhaite bonne chance pour tout ce travail-là, parce qu'il y a beaucoup de travail devant toi. Merci beaucoup d'être venu en personne, Sophie. Manuel. Alors, suivez ça. Vous pouvez, si vous avez le goût, donner des sous pour aider cette pièce de théâtre documentaire de Porte-Parole. Et, il y a une campagne de sociofinancement. Puis, on a très hâte de voir ça. Avril 2026. Oui, mais d'ici là, ceux qui donnent pourront assister à certaines étapes de création. Allez sur porteparole.org. Ah, c'est une bonne vendeuse. Merci beaucoup. Merci Sophie. Emmanuel. Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Ça fait des années maintenant qu'au Québec, on parle de racisme systémique. Alors, il y a ceux qui en voient partout. Il y a ceux qui disent, voyons, oui, le racisme existe, mais il n'est pas systémique. Et ce qui est, en fait, assez intéressant dans tout ça, c'est que personne n'arrive à s'entendre sur c'est quoi exactement la définition du racisme systémique. On va en parler dans quelques instants avec un professeur de philosophie au collégial qui a écrit un livre là-dessus. Mais d'abord, je me tourne vers Cybèle Olivier parce que on a posé la question à nos auditeurs au début de l'émission. Alors, ça ressemble à quoi, les commentaires? Alors, on a André qui nous rappelle une histoire d'une figure montante au baseball, Jackie Robinson. Oui. Voilà, des droits civiques afro-américains. Il nous explique ensuite, entrer dans l'histoire quand il signe avec les Royaux de Montréal. C'est la première équipe qui a accepté ce Jackie Robinson. Il y a d'ailleurs une minute du patrimoine à son sujet. Donc, peut-être une preuve qu'on n'est pas si raciste que ça. C'est exactement la fin du message d'André. Ensuite de ça, il y a quelqu'un qui nous explique la définition du mot, donc racisme systémique. Il dit le système. Attends, je vais mieux le lire. Je l'avais pas reformulé. Je te le redirai peut-être tantôt. Mais au Québec, on dirait qu'il y a du racisme endémique dans la population, peut-être, mais sûrement pas érigé officiellement en système par les autorités. Donc très pas intéressant. Un système, donc pas du racisme systémique. Ça, c'est Martin qui nous dit ça. J'y reviendrai pour le prochain commentaire. Je vais me le remettre en bouche. Non, mais c'est bon. Je vais demander à Yannick Lacroix, donc qui est professeur de philo collégial. Il est auteur du livre Erreur de diagnostic, le racisme systémique et le Québec qui sort aujourd'hui. Yannick, la définition que notre auditeur donne et qui dit, lui, il y a, oui, peut-être endémique, mais pas systémique. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition-là? Il faudrait que j'y songe. J'ai jamais pensé mettre le qualificatif endémique après racisme pour voir ce que ça donne. Mais je suis... sur le racisme systémique, je trouve intéressant ce que vous avez remarqué, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est censé être exactement. Voilà. Il y a un problème de définition fondamentale qui est reconnu même par des gens qui militent en faveur du racisme systémique. Je pense à Gérard Bouchard ici, oui. qui milite, c'est-à-dire qui croit qu'il faudrait reconnaître le racisme systémique d'une part, mais d'autre part reconnaît les difficultés conceptuelles. Alors moi, mon point essentiellement, c'est que je trouve problématique l'injonction faite à toute une société, au gouvernement, aux tribunaux, aux individus, de reconnaître un concept qu'on a de la difficulté à définir. Je peine à comprendre le sens de cette injonction. Et c'est ce que je fais remarquer dans mon livre. Tout à fait. Que signifie cette exigence de reconnaître le racisme systémique? Pourquoi? On est tous Vous avez tout à fait raison. Parce que ce que vous démontrez brillamment dans votre livre, c'est que ce qu'on appelle racisme systémique, c'est pas un fait, mais c'est un concept. Donc, un concept, normalement, on devrait être capable d'en discuter. Or, quiconque ne fait, ne serait-ce que
poser des questions se fait traiter de raciste. Si on reconnaît pas évidemment le racisme systémique, c'est sûr qu'on est raciste. Mais juste le fait de poser des questions, on se fait traiter de raciste. Moi, je pense que les Québécois là sont bien tannés de se faire traiter de raciste. Oui, il y a clairement un ras-le-bol, puis je trouve que c'est très dommage parce que c'est ce que j'essaie d'observer un équilibre dans mon livre, puis qui est pas facile. Loin de moi l'idée de nier l'existence, puis trois choses que je distinguerais: des inégalités ethno-raciales, des inégalités entre les groupes. Là, je mets des guillemets raciaux. Au Québec, ces inégalités-là sont évidentes. Moi, je prends l'autobus pour me rendre presque à Montréal-Nord à tous les jours, je les vois. Sont bien démontrés, sont quantifiés. Statistique Canada a plein d'études là-dessus, donc il n'y a aucun doute là-dessus. La discrimination raciale existe au Québec. C'est sûr. Il y a des testings, c'est un type d'étude qui le montre clairement. Et le racisme aussi existe. Et le racisme, moi, je le définis, je tiens une définition substantielle du terme pour pas qu'on perde de vue ce dont il est question. À mon avis, un vice moral grave, là. Alors, le racisme, c'est une attitude de mépris, une attitude déshumanisante à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes seulement en fonction de leur race. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le définis. Mais c'est important la distinction que vous faites, c'est-à-dire que vous n'êtes pas... Voilà, vous n'êtes pas en train de nous dire d'aucune façon qu'il n'y a pas de racisme au Québec. Non. Ce que vous dites, par contre, c'est qu'on ne peut pas raisonnablement exiger la reconnaissance de ce racisme systémique-là au Québec, ni exiger en son nom des réformes sociales majeures. Parce que c'est ça le problème. C'est que au nom de... on est placé devant ce qui est censé être une évidence. Vous avez même pas le droit de remettre en question le racisme systémique existe au Québec, et parce qu'il existe, il doit y avoir deux choses. Des programmes de discrimination positive et des programmes de rééducation. Parce qu'il faut rééduquer les gens qui pensent pas comme il faut. Vous donnez des exemples de toutes sortes de phénomènes que certaines personnes interprètent comme du racisme systémique, puis des fois, les exemples sont absolument absurdes. Par exemple, il manque de fruits et de légumes frais dans certains quartiers de Montréal. Il y a des gens qui disent que c'est du racisme systémique. Ouais. C'est une expression consacrée, là, c'est une autre manifestation du racisme systémique. Alors moi, dans mon livre, j'ai fait une petite liste là pour essayer de faire comprendre et ça fait partie du problème de ce concept-là. Il est tellement nébuleux, tellement vague, que tout peut être interprété comme du racisme systémique. Dès lors qu'il y a un lien quelconque avec un groupe racial, le racisme systémique peut être vu comme étant à l'œuvre. Tellement le concept est flou, tellement il est vague. Alors voilà la raison essentielle, à mon avis, de résister à la reconnaissance du racisme systémique, qui signifie, ne l'oublions pas, mettre le pied dans un projet d'ingénierie sociale, là, rien de moins. Là. Le racisme systémique a une logique révolutionnaire. Alors c'est pour cette raison-là qu'il faut au moins critiquer l'exigence de reconnaître le racisme systémique, revendiquer notre droit de le faire, parce que à quoi ça rime d'exiger la reconnaissance d'un concept qui n'a pas de valeur scientifique? Voilà ma question. Voilà, et vous étudiez ce phénomène-là, évidemment, comme prof de philo, avec une approche scientifique. Vous faites le lien aussi dans votre livre. Vous dites, dans le fond, il y a plein d'affaires qui se passent. Il y a des gens qui sont en effet victimes de discrimination, ou il y a des phénomènes qui se passent. Puis on dit, oui, c'est du racisme, et il est systémique, alors qu'il peut y avoir toutes sortes de raisons qui expliquent ça. On fait une relation de cause à effet, alors qu'il n'y a pas de rapport de causalité entre les deux. Qu'est-ce qui arriverait si, en effet, on reconnaissait qu'il y a un racisme systémique et qu'on refaisait au complet le système québécois pour aller le traquer? Qu'est-ce que ça représenterait comme changement pour la société québécoise? Votre question est fantastique. Écoutez, si on se fie simplement à ce que demandent certains militants, alors, tout d'abord, il faudrait s'attendre, et là, je reprends ici une expression que j'ai beaucoup aimée de Jean-François Lisée. Il faudrait s'attendre à un racisme systémique positif permanent.
Je l'ai noté sur ma petite feuille parce que moi aussi, j'ai aimé ça. Cette expression-là, ça fesse, mais c'est vraiment ça. Il faudrait s'attendre à des systèmes de discrimination positive basés sur la race. Pérennes. Pérennes, ça, c'est le terme de la Commission des droits de la personne. Des systèmes de discrimination positive pérennes, perpétuels. Donc, ça, c'est une des choses à quoi il faudrait s'attendre. Pour le reste de votre question, si vous me permettez, je vais y méditer pendant une couple d'années avant de vous répondre. En fait, vous y répondez dans votre livre parce que j'ai noté, en plus de l'expression de Jean-François Lisée, vous dites que ce serait aussi le projet de rendre obligatoire pour les employés l'adhésion à cette idéologie-là. On n'est pas tellement loin de ça, parce que si vous êtes dans une entreprise ou que vous travaillez pour le gouvernement ou n'importe quel organisme public et que on vous force à des formations en inclusion, diversité, équité et que vous dites non, j'y vais pas ou non, je trouve que ça n'a pas de sens, vous êtes un paria, vous êtes un exclu, vous êtes annulé, là. Donc, il y a une obligation d'adhérer à cette idéologie. Oui, il peut y avoir des sanctions administratives, mais en même temps, ça reste que c'est la prérogative des institutions, des entreprises de faire des formations obligatoires à leurs employés. Ça, c'est une chose. Moi, ce que je trouve peut-être plus inquiétant, c'est quand ces formations obligatoires-là, qui sont déjà controversables, je dirais, questionnables, c'est quand ça s'accompagne de mécanismes d'évaluation des acquis. Alors, c'est à ça qu'on fait référence ici. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, tu dois faire la preuve que tu as compris le contenu de la formation et que tu acquiesces au contenu de la formation, que tu as changé. Rééducation. C'est de la rééducation. Donc, alors là, on rentre en terrain glissant et assez inquiétant à mes yeux, oui. Oui. Alors, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai adoré votre livre. Ça soulève toutes sortes de questions. En plus, vous utilisez une formule à un moment donné. Vous dites c'est comme un racisme sans racisme, parce que on peut très bien faire partie d'un système qui fait du racisme systémique, même si nous-mêmes on n'est même pas conscients. On n'est pas raciste du tout, nous. Mais on fait partie, juste parce qu'on est dans un système colonialiste et on participe à ce racisme-là, même si nous, individuellement, on n'est pas raciste. Fait que finalement, on est raciste même si on le sait pas puis on le veut pas. C'est une accusation qui est assez large, finalement. Ah oui, moi je crois que rendu là, on sait plus de quoi on parle. Là. Moi, je trouve que personnellement, je trouve que ça veut plus rien dire. Racisme sans raciste, c'est pas une expression de moi, c'est une expression d'un sociologue américain qui s'appelait Bonilla Silva, Eduardo Bonilla Silva. Et cette idée-là est reprise plus près de nous là par la Ligue des droits et libertés, qui présente le racisme comme un système dont nous avons hérité et que nous n'avons pas choisi. Donc, dans cette perspective-là, le racisme est comme une espèce de mécanique autonome, là. Ça se déploie au-dessus de nos têtes, qu'on sache ou non, qu'on veuille ou non, notre système produit des résultats racistes en tant que tel, en lui-même. Ouais. Dès lors que des minorités sont concernées, c'est du racisme, parce que notre système est hérité de l'esclavagisme et du colonialisme. Ouais. Alors, c'est tellement abstrait, c'est tellement général, c'est tellement flou que, à mon avis, on sait plus vraiment de quoi on parle dans ce cadre-là. Oui. Alors, moi, je veux qu'on parle de quelque chose avant de se quitter, Yannick Lacroix. C'est des accusations. C'est-à-dire que moi, j'en ai ras le pompon, pour rester poli, de cette idée-là que si on pose des questions ou si on fait comme vous le faites, là, un livre où on analyse ça, puis on creuse la question, on se fait traiter de raciste. Autrement dit, il y a soit on est pour, soit on est contre. Puis si on est contre la notion de racisme systémique, ça doit être parce qu'on est raciste nous-mêmes. Donc, c'est ce petit doigt pointé constamment là par les militants fait en sorte qu'il y a plein de gens qui veulent pas prendre la parole sur la place publique. Il n'y a pas un danger là de réduire les gens au silence, de réduire le questionnement, parce que dans une société, normalement, c'est sain le questionnement. Mais on le réduit au silence, ce questionnement-là. Oui, écoutez, pourquoi pensez-vous que j'ai écrit le livre? Mais vous avez pas peur? Vous avez pas peur, Yannick, de vous faire traiter de raciste? La Ligue des droits, la Commission des droits, tout le monde, là?
va être contre vous? Écoutez, c'est pas une perspective agréable, mais je vais le prendre. Je vais le prendre parce que moi, je refuse qu'on me réduise au silence ou qu'on me fasse taire. Parfait. alors que j'ai des bons arguments, simplement parce que je suis blanc ou un homme. Je récuse complètement ça. Attends, ça dépend, vous avez quel âge? Avez-vous plus de 50 ans? En plus? Dans 3 mois, je vais avoir 50 ans. Non, mais dites-moi pas que Donc, vous j'ai êtes encore le hétéro droit en de parler. plus, parce que là, vraiment, non, non. Ben, Puis genre en plus, c'est ça, Sophie, vous dites, Oui. vous parlez de l'importance du manque de discussion, puis il y a Louis Oui. qui nous écrit, à quoi ça sert finalement d'avoir ces discussions-là? Pourquoi on veut autant que ça existe? Le racisme systémique. Tu sais, c'est comme si on s'empêchait finalement d'essayer de défaire les fils pour se dire, hey, finalement, tant mieux si ça n'existe pas. Voici pourquoi. Voilà, mais c'est une bonne question. Mais moi, je pense que je connais la réponse. Mais pourquoi, en effet, certains accordent tellement d'importance à ce qu'on utilise ce terme-là, racisme systémique, Yannick? Je ne ferai qu'évoquer la réponse que j'aurais envie de donner. Moi, je pense que ça correspond à un projet politique, là. Il y a derrière ça un agenda politique. Ah, moi, je pensais que vous alliez dire money, money, money. Parce qu'il y a plein de groupes qui, si le racisme systémique n'existe pas, perdent leur financement et perdent leur raison d'être. C'est peut-être aussi un élément de la réponse. En tout cas, votre livre est drôlement intéressant. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est important d'en discuter. Votre livre s'intitule « Erreur de diagnostic, le racisme systémique et le Québec ». Merci beaucoup, Yannick Lacroix. Merci de m'avoir reçu. Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Ah oui, absolument. Je suis en train d'expliquer à mes amis et néanmoins collègues que je souffre d'occlusion nasale et que demain, j'ai rendez-vous avec un ORL. Bonjour. Oui, bonjour Marc Boilard. Bonjour Cybèle. Bonjour Cybèle Labec. C'est parce qu'on parlait, parce que tu sais, la fameuse expression « respire par le nez Ouais. ». Ben, je peux pas respirer par le nez, mais j'en ai un bout. Pour et ça qu'il est jamais calme. Dieu sait que mon nez, quand même, est petit et discret. Il n'est même pas foutu de fonctionner comme il faut. Être pogné avec un gros Là, nez tu fais allusion comme si tu avais un gros nez, c'est complètement je trouve faux. pas que tu as un gros nez. Personne pense à Sophie Durocher. C'est totalement faux. Regarde ça. Sur Je pense pas que tu rentres dans la catégorie des gros nez. Ben oui. Il est proportionnel. C'est un gros nez. Ce que tu appelles une bosse, c'est un creux normal entre deux yeux d'un être humain. Là, ça, c'est une bosse. Donc, on va régler tout ça demain. Mais bonjour, Marc Boilard. Salut. Non, mais c'est important que les gens qui nous écoutent sachent ce qui se passe pendant les pauses. On n'est pas là en train de lire de la Boétie. Non. Là. On n'est pas là en train de travailler. Là, On n'est pas en train de travailler. On a des discussions sur notre vie quotidienne. Et c'est grâce à Jean-Marie Lapointe qui a fait une opération et qui a dit que ça avait changé sa vie, que j'ai appelé un ORL. Donc, si vous-même, vous avez une occlusion nasale, que vous êtes fait opérer, que ça a changé votre vie. Appelez Jean-Marie Lapointe. Écrivez-nous, puis on va peut-être faire une émission spéciale là-dessus. Ah. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui respirent par la bouche au lieu de respirer par le nez. Oui. Alors, Marc Boilard, est-ce qu'on devrait respirer par le nez dans le dossier? Écrivez-nous, 1-877. Non, ça C'était carré. En humour, on appelle ça un passe joint à à la la POC. crowbar. C'est que tu as pris une crowbar et tu te dis, là, je vais amener Il y a ce un sujet. lien. Ça a été fait impeccable. Ah, OK, On donc a tu rien me vu. donnes une bonne note. Mais vraiment? OK, parfait. Non, parce qu'on va parler de ce projet de règlement du gouvernement qui ferait en sorte que si tu ne te présentes pas alors que tu as une réservation pour plus de 5 personnes dans un restaurant, c'est 10 $ par personne. C'est du quoi? Moi, je trouve que c'est pas beaucoup. OK, mais tu es quand même d'accord avec le principe. Ben là, c'est sûr. J'ai tellement d'amis restaurateurs qui Comme s'arrachent moi. les cheveux, qui ne peuvent pas respirer par le nez, eux. Alors, moi, il y a 2 affaires là-dedans. Oui. La première, c'est que on dirait que personne ne s'est jamais rendu compte qu'une sortie au restaurant, ça fait partie des loisirs. Hein? Personne dit, j'ai donc faim, je vais me réserver au Molière, au Théâtre Saint-Denis, où je sais que tu es à l'occasion. Mes antennes me l'ont dit. OK? Parle-moi pas. Non, mais tu comprends? Oui. Bon. Alors, ça fait partie du domaine du divertissement et des loisirs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas une obligation Pas du d'aller au tout. restaurant. Quand on va au C'est un IGA, luxe. voilà. C'est un luxe. Bon. Est-ce que tu connais dans ce grand département-là de loisirs et divertissement un seul autre exemple où tu payes à la fin? Es-tu déjà allé voir un film en disant je paye à la fin si ça donne? Ouais. Hein? T'es-tu déjà inscrit au gym en disant à la fin de l'année, je paierai pour le faire? Sauf que les restaurants. C'est un bon. Alors, c'est vrai, tu C'est épouvantable. payes à la fin. Oui. Donc, tu payes même pas pour réserver. Et c'est un grand principe que j'ai appris dans mes années monclasseur.com. Tout ce qui est gratuit
tu vas dire... Ça vaut rien. Ça vaut rien. Ben oui. Quand ça vaut rien, on s'en cogne. Ben comme dans le système de santé, s'il y avait un ticket mode... Ben là, tu m'amènes au 3e point. C'est extraordinaire. Ben non, mais c'est parce que je le sais où tu t'en vas. Oui. Là, je me dis des fois... Bon, ben on retourne aux cavités nasales. On a fait le tour. Non. C'est que ça part du même principe. C'est de l'utilisateur payeur. Oui. Et qu'il y a une seule façon de faire boue aux gens, c'est de frapper leur portefeuille. Si tu peux pas faire boue aux gens en frappant leur portefeuille, les gens sont contre-sains, sont contre. C'est incroyable. Et j'entends la petite musique. Il y a même quelqu'un que j'ai entendu à la radio dire, là, franchement, c'est au restaurateur à renvoyer un message disant, parfait, je veux bien croire là, que à quelque part... Ils le font. Il y a les systèmes qui sont automatisés à côté, ça, mais c'est maintenant... Oui. Bon. C'est que moi, je trouve... Puis c'est pour ça que je suis content que tu amènes le point au niveau, par exemple, des rendez-vous médicaux. Oui. Où est-ce qu'on apprend qu'il y a du monde qui font... Ouais, finalement, il faisait beau aujourd'hui, je suis allé au golf. Parce que c'est gratuit. Mais ça me tue, Marc, que les gens aient si peu de respect pour le personnel de la santé, de la même façon qu'ils n'ont pas de respect pour les gens qui travaillent dans le domaine de la restauration. Mais quand tu as un rendez-vous et que tu n'y vas pas dans le milieu médical, c'est que tu prends la place de quelqu'un. De la même chose dans la restauration. Juste une question, parce qu'au début, quand tu as commencé, Sophie, tu disais que tu étais tout à fait d'accord. Puis là, toi, tu as dit, moi, je suis pas d'accord, mais finalement, tu as l'air d'accord. Là, je comprends pas ta position. Non, quand j'ai dit que je n'étais pas d'accord? OK, au début, c'est moi qui ai mal compris. D'abord, je pensais que tu disais que tu étais en désaccord, que tu allais nous dire que toi, tu trouvais qu'on devait pas faire payer. C'est ce que j'avais compris. Je suis heureux d'entendre dire ça. Ah, pardon, j'ai mal compris. J'ai une oreille bouchée, mais dans l'autre, il y a juste de la musique. OK, moi, j'ai 2 oreilles, 2 narines bouchées, clairement. Là. C'est pas grave, OK, merci, je suis revenue à mes esprits. Là. Non, mais c'est bien parce que tu parles peut-être aussi au nom des... Il y a peut-être des gens qui nous ont écoutés et qui pensaient que Marc Boilard était contre la mesure. Non, mais comme je te dis, il y en a qui sont contre parce qu'ils considèrent que là, ils sont en business, il faut... Tu sais, il y a un bout de savoir-vivre. C'est un peu comme les fameux haut-parleurs au restaurant, pour lesquels je sais que là-dessus, on est tellement sur la même ligne. Tu es horripilé presque plus que moi, j'ai bien dit presque, des gens qui sont sur haut-parleur dans un resto en train de... sur leur téléphone. Mais non, mais partout. Non, mais disons-le, il y a du monde qui nous écoute. Au vestiaire, il est là, tu sais. Ouais, en tout cas, m'arriver en retard, puis tu sais, l'autre jour, je lui ai dit à Ginette. C'est incroyable. Hey, chose. Puis ça m'intéresse pas de savoir ce que tu as dit à Ginette l'autre jour. C'est dans cette grande bulle du savoir-vivre. Et là, voilà. Mais tu viens de dire les 2 mots les plus importants dans tout ce dossier-là. Dans le dossier du médical et dans le dossier de la restauration, c'est les fameux no-show. Oui. Mais maintenant, il y a la nouvelle expression faux bon. Faux bon. Je l'ai repris depuis ce matin. Je trouve ça depuis très que tu m'as dit ça, je trouve ça super bon. Donc, faux bon n'est pas égal à savoir-vivre. Non. C'est la meilleure réponse, c'est ça. C'est un manque de respect pour les autres. Il faut jamais oublier que tous les règlements, Sophie, sans exception, toutes les lois coercitives, sont toujours faites, parce que je réponds tout de suite à ceux que, il faut tout le temps que le gouvernement s'en mêle, de la petite musique qu'on entend à l'occasion. Tous les règlements, toutes les lois sont toujours faites uniquement pour la minorité qui ne sait pas se comporter. Voilà. C'est toujours ça. C'est juste un autre exemple où, à quelque part, l'écrasante majorité des gens sont capables de prendre le téléphone ou même, écoute, t'es même plus obligé d'appeler. Tu cancelles ta réservation dans ton email. Tu annules presque 1h30 à l'avance. Non, mais c'est parce que t'as vraiment l'opportunité d'annuler presque dernière minute, là, je veux dire, c'est... Complètement. D'ailleurs, un restaurant qui marche le moindrement, il va y avoir quelqu'un qui va arriver à la dernière minute, puis ça va être, il y a 2 places qui sont libérées. C'est très rare que les restaurateurs vont dire, non, t'as annulé, et puis je perds de la business épouvantable. Ils répondent à ton texto d'annulation. De chiffre d'affaires. Oui, tout à fait. Moi, ça m'est arrivé une fois. J'avais réservé et finalement, ça marchait pas et j'ai complètement oublié. Je me suis sentie tellement mal à l'aise que pour m'excuser, je suis retournée à ce restaurant-là, je pense, 5 fois dans la semaine qui a suivi. Donc, je tiens à m'excuser à ce restaurant-là. Bonjour, le Loméac, vos frites sont délicieuses. Et à un moment donné, j'avais comme vraiment oublié. Ça se peut. Ben oui, ça se peut. Mais le problème, c'est pas tellement les gens qui, mon Dieu, ont oublié, c'est les salauds, parce que c'est vraiment salaud de faire ça. Des gens qui réservent à 3-4 restaurants et qui, à la dernière minute, décident
avec Ginette, Oui. à qui ils ont parlé sur le haut-parleur précédemment, parce que ces gens-là, évidemment, savent pas vivre, d'aller au restaurant A au lieu d'aller au restaurant C. Et c'est ça que le gouvernement veut empêcher. Mais il y a quelqu'un quand même qui nous demande pourquoi d'abord ne pas arrêter de simplement prendre les réservations et de faire comme à d'autres restaurants et de juste arriver sans réservation. Ben, voyons, parce qu'il y en a c'est plein bien de drôle, ça, réservations à Montréal ou des restaurants. Mais qui nous écrit ça? C'est Louis. Bon, Louis, je vais vous répondre personnellement, mais Marc répond aussi. C'est que quand t'es un groupe de, mettons, t'es 16, là, tu veux célébrer un anniversaire, quelqu'un qui prend sa retraite, peu importe. Tu fais quoi? T'arrives au restaurant? Ah, bon, on n'a pas de place pour 16 personnes, donc tu fais 8 restaurants différents. Mais il y en a quand même des restos où c'est pas de réservation, sauf si. On s'entend, c'est quand même un cas extrême de 16 plus personnes. Le restaurant est populaire, c'est parce que cette logique-là, c'est pour pénaliser les meilleurs. Ça n'a pas de sens. Mais oui. Plus le restaurant est populaire, plus tu dois réserver. Sinon, quand tu arrives, il n'y a pas de place. Ça fait que ça sert à ça, une réservation. C'est comme t'achètes. Si tu vas voir un show de Mike Ward, là, je t'annonce que les premières rangées, là, ils partent de bonne heure. Ouais. Fait que tu peux dire, non, je vais aller à la dernière minute. Ben oui, dans le fond, avec ta bière de pauvre. Bon, ben c'est ça. Avec ta Pabst. On est allé voir Mike Ward avec Cybèle, puis on a mangé des excellents hot dogs. On n'était pas pauvres. On n'est pas des pauvres. Oui, t'étais quasiment à côté de chez moi. Mais tu sais, le hot dog bière. Dans la mesure proposée par le gouvernement, parce qu'il y a 45 jours de consultation avant que ça prenne effet, ça dit que c'est à partir d'une réservation pour 5 personnes. Plein de restaurateurs qui disent que c'est ça, 5 personnes. Moi non plus, j'aurais pas des fait groupes de 5, c'est quoi? Puis il disait, les restaurateurs, mais très souvent, c'est des couples. Ben oui. Donc, même 2 personnes qui annulent. Il y a un pas juste impact les sur groupes, le là. restaurant. Moi, je dis 50 $ par personne à partir de une réservation pour une personne. Teintoué, la loi du rocher. J'adore ça. Merci, Marc Boilard. Malade. Teintoué, Cybèle Olivier. Merci beaucoup Cybèle est là-bas. d'avoir été là. Peut-être que mon nez fonctionne pas, mais mes yeux et mes oreilles fonctionnent bien. Cube.